11h midi, seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On continue la matinée ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler du pétrole. Le baril de brut est ce matin à moins de $80 quand il était encore à $115 en juin. Un pétrole bon marché, ça veut dire donc essence moins chère. Voilà donc une bonne nouvelle pour nos amis automobilistes dont on parlait à l'instant. Pour les entreprises du transport aussi, bonne nouvelle cette baisse des prix du pétrole. Les entreprises qui ont déjà regagné plus de 12% de marge cette année uniquement grâce à la baisse des prix du brut. Dans leur foulée, voilà aussi des économies pour l'industrie dans son ensemble. Les gains générés par la baisse des prix du pétrole seraient déjà supérieurs aux baisses d'impôts du crédit impôt compétitivité emploi, le CICE. Baisse des prix dopée par la production de pétrole de schiste aux États-Unis qui concurrence désormais en volume l'Arabie Saoudite. Voilà un bouleversement majeur aux conséquences géopolitiques énormes. On va le voir tout au long de l'émission. Mais en ce qui concerne la France, je m'inquiète de ce que cela signifie, cette baisse des prix. Est-ce la fin de la transition énergétique, de cette transition vers un nouveau modèle de société moins énergivore, moins dépendant du pétrole? On croyait venu le moment où le monde allait enfin devoir se tourner vers les énergies renouvelables face à des niveaux de prix insoutenables des hydrocarbures. Et on voit bien qu'il n'en est rien. Alors certes, on peut se rassurer en se disant que la croissance que l'on va tirer de ces prix à la baisse du pétrole, eh bien cette croissance permettra de financer la transition énergétique. Mais franchement, vous y croyez-vous? Moi, je pense que le pétrole doit remonter, qu'il doit être cher pour le passage aux énergies renouvelables. Il faut une bonne vieille crise finalement pour pouvoir avancer. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne l'humanité. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, vous venez nous en parler. 0826 300 300, 15 centimes la minute. L'antenne vous est ouverte sur Sud Radio. Votre commentaire également sur sudradio.fr, Twitter et Facebook. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. La baisse des prix du pétrole, eh bien, ça n'est pas une très bonne nouvelle. Voilà en substance que je pense. Vous avez sans doute suivi dans l'actualité qu'aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, eh bien, les cours du brut ont chuté de presque un tiers. Alors, bonne nouvelle pour le portefeuille de l'automobiliste. Encore que, répercuté à la pompe, cette baisse de 35% des prix du brut, ça ne représente qu'une baisse de 5% finalement quand vous passez à la caisse après avoir fait le plein. Néanmoins, eh bien, ça a toute une série d'incidences, notamment sur l'industrie. Bonne nouvelle dans un climat de morosité économique ambiante. On va en parler tout au long de l'émission avec nos invités. Mais avant de les accueillir, on reçoit Kevin Michel. Bonjour Kevin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Kevin, les prix à la pompe continuent de baisser. C'est une volonté de l'OPEP qui s'est réunie jeudi dernier. Alors, pour commencer le débat, qu'est-ce que c'est justement l'OPEP? Sur bon de le rappeler. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, créée en 1960 à Bagdad par 5 pays, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Venezuela, qui en avaient marre de voir le cours du pétrole baisser. Quelques années plus tard, d'autres pays ont rejoint l'OPEP, surtout ceux du Golfe, ainsi que l'Algérie, la Libye, l'Indonésie, avec un objectif, se coordonner en fixant des quotas de production pour avoir la main sur les prix, pour simplifier, afin de faire monter le prix du baril, eh bien, ou pour le maintenir, eh bien, ils s'accordent pour produire moins afin de rendre l'offre plus rare. C'est le principe même de l'offre et de la demande, Dimitri. Et alors donc, depuis sa création, l'OPEP a fait de cette limitation, des fois parfois intentionnelle, de la production, un moyen de pression important. Surtout depuis le premier choc pétrolier de 1973, durant la guerre du Kippour, alors que les Occidentaux soutiennent Israël, les pays de l'OPEP, qui sont majoritairement arabes, vous l'aurez compris, se mettent d'accord pour un embargo de plusieurs mois. Les prix explosent, même chose en 1979 et en 1980. Lors de la révolution iranienne et de la guerre Iran-Irak qui entraîneront le deuxième choc pétrolier. Ce pouvoir de l'OPEP se poursuit encore aujourd'hui. L'année dernière, les pays membres assuraient 40% de la production mondiale et possédaient toujours les 3/4 des réserves. La pression est donc toujours importante sur les grandes puissances. Alors faisons un point sur le prix du baril, Kevin, justement, qui a considérablement baissé depuis 6 mois. On parle de quelle baisse de l'ordre d'un tiers pratiquement. Un prix du baril qui plafonné à $115 il y a 6 mois. Il est tombé sous les $70 il y a quelques jours. C'est une baisse de 35% par rapport au mois de juin. Les 12 pays membres de l'OPEP ont accepté que la chute du cours de l'or noir s'accélère. Les observateurs n'imaginent pas que la tendance puisse s'inverser à court terme. La situation pourrait durer plusieurs mois. Selon le dernier rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie, les prévisions d'offres et de demande montrent que, sauf nouvelle rupture d'approvisionnement, la pression baissière
baissière sur les prix pourrait s'accentuer au cours du premier semestre de 2015. On peut dire qu'il s'agit d'un choc pétrolier à l'envers finalement et que les cartes de l'économie mondiale sont redistribuées. Alors, si on fait le petit jeu des gagnants et des perdants, Kevin, commençons par les gagnants. Qui sont-ils ? Les automobilistes, vous en avez parlé, puisque les prix du gasoil et de l'essence ont retrouvé leur niveau de décembre 2010 selon le ministère de l'écologie et de l'énergie. Les routiers sont évidemment ravis de cette baisse qui a permis d'économiser 318 millions d'euros sur les 12 derniers mois. C'est ce qu'a indiqué la Fédération nationale des transporteurs routiers. D'autres secteurs peuvent se réjouir de la baisse du cours du pétrole, ceux de l'industrie chimique par exemple, mais aussi et surtout les compagnies aériennes dont les achats de kérosène représentent près d'un tiers des coûts d'exploitation de la flotte. Air France-KLM a par exemple dépensé 9,2 milliards de dollars l'année dernière avec un prix moyen du baril à $109. Après l'annonce de l'OPEP la semaine dernière, son action a pris 6,86% à la Bourse de Paris. Alors voilà pour les gagnants. Qu'en est-il des perdants, Kevin ? Alors il s'agit surtout des compagnies pétrolières. Certains groupes reconsidèrent leur participation à de gros projets, des projets coûteux. Les compagnies européennes ont souffert en bourse après l'annonce de l'OPEP. Total a perdu 4,58%, Morel et Prom 4% et Technip 2,98%. Ça, c'est des valeurs du secteur parapétrolien. Absolument. La chute des cours entraîne également une instabilité politique dans les pays exportateurs de pétrole qui ont forcément plus de mal à financer leur politique sociale. Pour boucler leur budget, certains pays comme le Venezuela, qui est la principale victime, mais aussi l'Algérie, le Nigeria, l'Iran, l'Irak ou encore la Libye, ont besoin d'un baril au-dessus des $100. On en est loin. À noter que la Russie est particulièrement concernée aussi après les sanctions prises par les Occidentaux. En réponse aux interventions armées en Ukraine, il y a eu une fuite importante des capitaux. Le rouble s'est effondré par rapport au dollar, alors que le budget de Moscou dépend pour plus de la moitié des recettes des hydrocarbures. Alors Kevin, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour la transition énergétique dont on a beaucoup parlé, cette baisse des cours du pétrole. Et oui, effectivement, parce que la chute des prix du pétrole entraîne aussi vers le bas ceux du gaz. Dans ces conditions difficiles de dissuader les gouvernements et les industries de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables type éoliennes ou encore panneaux solaires. Alors les panneaux solaires justement, qui vont-ils faire les frais de cette baisse importante des cours du prix du pétrole? On va en parler dans un petit instant avec nos invités. Je vous les présente. Jean-Pierre Favennec, expert du pétrole. Bonjour Jean-Pierre Favennec. Bonjour. Et nous sommes en ligne également avec Claude Fischer, vice-présidente de Confrontation Europe. Bonjour Claude Fischer. Bonjour, Dimitri. Alors, Confrontation Europe, en deux mots pour présenter rapidement cet organisme. De quoi s'agit-il exactement, Claude Fischer, rapidement, histoire qu'on entre vite dans notre débat. C'est un réseau d'acteurs de différents horizons, de sensibilités diverses, de plusieurs pays d'Europe, qui travaillent ensemble d'abord parce qu'ils sont différents et pour essayer de partager des diagnostics, et en l'occurrence celui de la crise depuis 2008, et trouver des solutions que nous mettons dans le débat public pour remobiliser les acteurs de la société civile et faire pression positive, bien sûr, auprès des États et de la Commission européenne. Alors, Claude Fischer, justement, sur cette question de la baisse des prix du pétrole, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Un peu des deux, finalement. Alors, c'est pas une très bonne nouvelle, effectivement. Je serais plutôt d'accord avec votre titre un peu provocateur. Évidemment, elle a des impacts très contradictoires. Ça a été dit par notre ami. Il a raison d'ailleurs, je veux le dire tout de suite, de poser les enjeux de façon globale, car ces enjeux sont géopolitiques et économico-financiers. Et on ne peut pas considérer la baisse du pétrole comme une opération positive pour tel ou tel pays, sans considérer l'ensemble du monde et des acteurs économico-financiers du monde entier. Oui. C'est surtout qu'on a parlé en plus d'une baisse de prix à la pompe, mais finalement ça représente moins de 5%, donc finalement c'est pas grand-chose. Oui, en France, parce que nous avons des taxations importantes et donc la répercussion est moindre. Et d'ailleurs, ce serait une très riche idée de créer une TIPP un peu flottante, si j'ose dire, qui permettrait à l'État de faire des économies pour investir justement dans ces énergies renouvelables, quel que soit le prix du pétrole. Donc on compense en fait les prix du pétrole, on taxe fort quand ils sont bas, on taxe moins fort quand ils sont élevés.
étrangers, et on se fait une cagnotte en quelque sorte pour investir dans les énergies renouvelables. Mais c'est difficile à mettre en place. On sait très bien, la réforme des impôts est toujours quelque chose de très compliqué, mais de toute façon, il y a d'autres conséquences très négatives à cette baisse du prix du pétrole, sur lesquelles on reviendra très certainement, parce que si c'est bon pour la croissance à court terme, c'est pas bon du tout pour le nouveau type de croissance que nous devons inventer. Et c'est urgent, le GIEC nous le répète tous les jours, parce que nous n'atteindrons pas les 2 degrés, nous les dépasserons. Nous sommes déjà plutôt en tendance vers 4 ou 6, et là, les émissions de gaz à effet de serre, ça ne pardonnera pas aux hommes et à la planète. Alors c'est vrai que, en tout cas, Claude Fischer, vous avez raison d'appuyer sur cet aspect du problème. Jean-Pierre Favennec, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce qu'on peut dire quand même concrètement pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, cette décision de l'OPEP, en tout cas de ne pas réduire sa production de pétrole, forme d'impuissance face à l'émergement, si je puis dire, d'une nouvelle puissance pétrolière inattendue, les États-Unis, qui étaient une puissance pétrolière, qui ont un petit peu disparu de la scène au fur et à mesure qu'elles épuisaient leurs réserves de pétrole conventionnel. Avec l'arrivée des pétroles de schiste, les voilà à nouveau producteurs. Au niveau de l'Arabie Saoudite, on parle de 7 à 8 millions de barils de pétrole de schiste produits chaque jour aux États-Unis. Quand on entend Barack Obama dire oui, il faut s'inquiéter effectivement du réchauffement de la planète, les États-Unis vont avoir une politique volontariste de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Franchement, il y a de quoi rigoler quand les déclarations tiendront-elles face aux faits aujourd'hui, cette émergence de cette nouvelle puissance pétrolière que sont les États-Unis, Jean-Pierre Favennec. Oui, on peut reprendre un tout petit peu les raisons de cette baisse que vous mettez très bien en évidence. La première raison, c'est qu'il y a une croissance économique qui est un peu faible un peu partout, donc même en Chine. Donc il y a un ralentissement de la demande. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, revoit régulièrement ces chiffres. Et de l'autre côté, il y a évidemment l'arrivée de ces fameux pétroles de schiste. Maintenant, la décision de l'OPEP de laisser filer, il y a une réunion donc jeudi dernier, et on n'aurait pu, personne n'y croyait vraiment, mais on aurait pu penser que l'OPEP allait décider de réduire sa production à travers le système des quotas qui a été bien décrit tout à l'heure, de réduire sa production de manière à provoquer une raréfaction du produit et donc de provoquer une augmentation du prix. C'est ce que voulaient d'ailleurs certains membres de l'OPEP, Jean-Pierre Favennec. L'Iran, le Venezuela, les positions notamment des différents pays sont très différentes, effectivement. Vous avez les pays qui souffrent le plus, vous les avez déjà cités, c'est très certainement l'Iran, le Venezuela, qui n'ont pas de réserve et qui ont besoin d'un prix du pétrole très élevé en moyenne pour pouvoir plus de $100, $110 pour faire face à pas de réserve un autre financière, pays qui souffre. Un autre pays qui souffre, c'est la Russie. Vous l'avez très bien dit également, surtout dans le contexte actuel. D'ailleurs, on peut se demander, on peut s'interroger. Moi, je suis pas fanatique de ce genre d'explication. Si l'une des raisons actuelles de la chute des prix, du fait que l'Arabie Saoudite ne fait rien pour empêcher cette chute, c'est le fait que il y a qu'à regarder à qui cette chute des prix est désagréable. Sanction masquée. Vous pensez que c'est peut-être une sanction masquée? Je ne sais pas, mais ça peut être l'explication. On a parlé de choses comme ça. Ce qui est clair, en tout cas, quand vous parlez de ça, ce qui est évident, c'est que les émirs d'Arabie Saoudite ou du Koweït ont choisi finalement d'attaquer le pétrole américain en laissant ils ont choisi filer les d'attaquer prix. Il y a deux choses. Il y a d'abord que ces pays dont vous parlez, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats, qui sont assez proches en général, ont des réserves financières importantes. Bon, ça ne les amuse pas. Le prix actuel n'est plus suffisant à l'Arabie Saoudite pour vivre très longtemps, mais ils ont des réserves financières importantes qui vont leur permettre de tenir un certain temps. La deuxième point qui est important, c'est qu'il y a eu des batailles de ce type-là avant, des guerres des prix, si l'on peut dire, et on laissait tomber les prix de manière à casser des productions qui apparaissaient. Et en général, ça n'a pas marché. Pourquoi? Si je fais très simple, parce qu'un gisement classique de pétrole, vous investissez pendant 1 an ou 2, et ensuite pendant 15 ans, il va vous produire à des coûts relativement bas. Les pétroles de schiste américains, c'est différent. Ce sont des pétroles où, si vous voulez produire, il faut forer tous les ans de nouveaux puits, parce qu'au bout d'un an, la production, elle a perdu 80%. Donc, le coût de production, c'est le coût des forages. C'est rentable. Ces coûts de forage sont assez élevés. Oui. Et alors, les chiffres qui sont donnés, moi je vous les donne, mais on les voit un peu partout, c'est du 40, 50, 60, $70, $80 le baril. Il est clair que si le prix du pétrole, comme c'est la tendance actuellement, va vers les 70 ou même $60, il va y avoir un effet sur la production américaine. Sera-t-il important? Sera-t-il limité? Je ne peux pas vous le dire. Mais il va y avoir un effet. Maintenant, je termine juste pour vous redonner la parole. Je pense que cette chute des prix, donc, on l'a connue d'ailleurs, je répète,
répète, en 2008, on a eu exactement le même phénomène. On a eu un prix du pétrole qui est monté en juillet à $145 le baril et qui a fini l'année à $30. Ouais. La grande différence, c'est qu'en 2008, les pays de l'OPEP ont décidé de réduire leur production, ce qui fait que le prix du pétrole est remonté tout de suite à la hausse, alors que là, pour le moment, il ne se passe rien. Est-ce que ça va durer? Je ne le pense pas, mais il faut attendre donc qu'il y ait une décision ferme et forte des pays de l'OPEP pour faire repartir la machine. Eh oui, dilution du pouvoir d'influence de l'OPEP aujourd'hui, effectivement, dont la production du schiste américain. Voilà, dont la production cumulée aujourd'hui, ça représente le tiers de la production mondiale. Et le poids aujourd'hui croissant de ces pays qui ne sont non membres de l'OPEP, mais qui sont des géants pétroliers. On pense aux États-Unis, bien évidemment, mais aussi, parlons du Canada, parlons de la Russie, parlons de la Chine. Tous ces pays-là aujourd'hui, mènent une politique dont on peut se demander effectivement quelles sont les implications. En tout cas, cette baisse des prix du pétrole est bien réelle. Quels sont les impacts aujourd'hui en France? Parce que nous avons beaucoup parlé de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et peut-être des intentions cachées qui se cachent derrière cette baisse des prix des cours mondiaux du pétrole. On continue à en débattre avec Jean-Pierre Favennec, expert du pétrole, Claude Fischer, vice-présidente de Confrontation Europe. Et Seul contre tous, vous intervenez vous aussi, 0826 300 15 centimes la minute. À tout de suite. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. La baisse des prix du pétrole, ça n'est pas une si bonne nouvelle que cela. Alors si, pour votre porte-monnaie, dans l'immédiat, parce qu'effectivement, on voit les prix des carburants baisser, encore que assez peu finalement. Quand le brut baisse de 35%, vous constatez qu'effectivement, à la pompe, la baisse n'est que de 5%. Mais c'est pas tellement pour ça que je m'inquiète. C'est plutôt sur le long terme de cette fameuse transition énergétique dont on a beaucoup parlé à la rentrée avec le vote de cette loi portée par Ségolène Royal. J'ai bien peur que la baisse des prix du pétrole enterre définitivement les quelques efforts que l'on mène depuis quelques années pour voir émerger peut-être une filière du photovoltaïque en France. Filière très inquiète aujourd'hui pour son avenir face à la concurrence, par exemple, que lui mènent la Chine, les États-Unis ou encore le Brésil. Alors, on en parle ce matin avec nos invités. Claude Fischer, vice-présidente de Confrontation Europe, Jean-Pierre Favennec, expert du pétrole. Claude Fischer, aujourd'hui, si on parle des grands enjeux, alors vous affichez volontairement, parfois même de manière un petit peu provocante, mais vous le dites assez nettement, vous êtes pro-nucléaire, vous êtes pro-pétrole. On peut aussi être favorable au mix énergétique. C'est ce que vous faites. Aujourd'hui, on voit que la France avait un coup à jouer il y a quelques années pour le développement du photovoltaïque. Il y avait vraiment un embryon d'industrie photovoltaïque qui semblait naître en France. On a vu que face à une concurrence chinoise très puissante, cette filière a failli quasiment disparaître. Est-ce qu'il faut s'inquiéter avec l'effet combiné de cette baisse des prix du pétrole pour cette filière photovoltaïque qu'on disait encore d'avenir il y a peu de temps, il y a 2 ans encore de cela? Si vous me permettez, je voudrais revenir très très brièvement sur les enjeux géopolitiques. Oui. Avant de revenir aux industries, parce que, j'ai entendu dire tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière la volonté de sanctionner la Russie? Oui. Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une grosse volonté de la part de l'Arabie Saoudite de regagner des parts de marché. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Alors, vis-à-vis de la Russie, qu'on asphyxie, d'ailleurs, je veux le dire au passage, les Échos parlent de suffocation lente, donc c'est très grave, et y compris sur les États-Unis, parce qu'on les pénalise sur leur gaz de schiste qui ne sera pas rentable avec un prix du baril aussi bas. Et parce que les investissements sont très très lourds dans le gaz de schiste et en plus ils ne sont certainement pas durables, à moins d'investissements mais très très élevés qu'on ne sait pas évaluer. Il n'y a pas grand monde qui a à gagner finalement à cette guerre des prix qui se déclenche sur le marché du pétrole. Il n'y a pas grand monde et l'Europe qui ne dit rien à tort. Elle croit qu'elle gagne sur sa croissance à très court terme, mais c'est pas un bon calcul à moyen et long terme, car les tensions risquent de se réactiver ou de se développer encore plus dans la zone, avec la Turquie, la Russie, le Moyen-Orient, et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Et nous avons là peut-être l'occasion, grâce au pétrole, si j'ose dire, de renouer le dialogue avec les Russes, les Américains et l'Europe, pour jouer la coopération et la hausse des prix et la coopération industrielle dont nous avons absolument besoin, puisque même si les Russes doivent pouvoir continuer à vendre leur gaz et leur pétrole, ils ont absolument besoin de se diversifier et les entreprises européennes et américaines peuvent là aider énormément et jouer leur savoir-faire, leurs compétences pour aider la Russie à se diversifier et sortir des dépendances politiques. Non mais Claude Fischer, vous semblez faire de la Russie un pauvre petit émergent gentil qu'il faut soutenir. Les Russes payent aussi leur diplomatie, il faut bien le dire aujourd'hui. Mais tout à fait, je ne suis pas dupe. Mais parlons de l'Ukraine. On ne règle pas les problèmes dans les sanctions et les tensions, on les règle dans le dialogue. Ah bah attendez. Le dialogue, ça ne veut pas dire pas de fermeté. Oui.
Ça veut dire justement être ferme, mais venir avec une stratégie. Alors pourquoi les sanctions, ça serait valable, par exemple, pour sanctionner l'Iran, mais pas pour la Russie, Claude Fischer? Vous savez, l'Iran, je suis aussi pour le dialogue avec l'Iran. Donc je ne suis pas sûre que l'embargo et les sanctions vis-à-vis de l'Iran, comme celle sur la Russie aujourd'hui, vont être payantes à long terme. Je pense qu'au contraire, il y a urgence, puis la Russie, c'est pas l'Iran non plus. On a une urgence à renouer le dialogue avec les Russes, qui sont un acteur majeur dans la zone, mais avec une fermeté et une stratégie. Nous n'avons pas de stratégie et nous n'avons pas de politique extérieure européenne, nous ne parlons pas d'une seule voix, nous sommes très divisés en interne, donc ça n'aide pas évidemment le dialogue. Pourquoi ne pas faire du pétrole un pont vers la réconciliation et aller vers un dialogue beaucoup plus constructif, sans permettre à la Russie de faire tout et n'importe quoi. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc. ont, j'allais dire, un intérêt à discuter de ça? Moi, je pense, vous voyez, aujourd'hui en Europe, vous dites il n'y a pas d'harmonisation, etc. C'est vrai. On nous parle de transition énergétique, on fait une conférence environnementale, etc. Bon, tout ça, c'est un peu du cinéma. La réalité aujourd'hui, c'est que l'Europe n'a pas son mot à dire là-dessus. Clairement, c'est pas nous qui décidons. L'Europe n'a pas un seul mot à dire là-dessus, d'abord parce qu'elle n'est pas assez unie, elle n'a pas encore une union énergétique, elle n'a pas d'union politique, elle tend vers, dans la crise, elle a créé une union économique un peu plus fédérale, si j'ose dire, mais on est loin encore de compte, nous devons aller vers une union beaucoup plus politique et jouer notre carte. Nous avons des atouts, nous avons des compétences, nous avons notre mot à dire, à condition bien sûr qu'on se mette d'accord entre nous, et le monde d'ailleurs, et les tensions du monde nous obligent à aller vers plus d'union. Donc on peut repenser l'Europe et respirer en Europe grâce au monde, si j'ose dire. Alors, Jean-Pierre Favennec, vous n'étiez pas d'accord avec ce que vient de dire Kevin Michel, justement, et voilà, où se porte justement votre critique sur ce qu'il vient de dire? Je pense que d'abord, j'apprécie beaucoup ce que dit Claude Fischer, qui représente quelque chose qui me paraît intéressant et qu'il faut soutenir. La parole de la société civile pour l'Europe. Cette vision assez long terme des choses, mais je crois, est bonne. Ce que je voulais dire, c'est que l'Europe finalement joue quand même un certain rôle, parce que même si effectivement pour le moment elle est un petit peu hors du jeu, les premières initiatives en matière de lutte contre le réchauffement climatique, la mise en place des limitations des émissions de CO2, etc., c'est l'Europe qui l'a fait. Est-ce que c'est totalement crédible? Est-ce que ça va pouvoir poursuivre? Je dirais quand même deux choses très rapidement, et avant de revenir peut-être sur le problème du pétrole. Justement, on parlait de transition énergétique. Je crois que la transition énergétique, elle est en route, elle va se faire d'une façon ou d'une autre. Elle va être peut-être ralentie par le fait que le prix du pétrole actuellement est plus bas, mais c'est une nécessité. Pourtant, moi, je suis pétrolier, et je dis souvent que pourquoi est-ce qu'on utilise autant de pétrole? Tout simplement parce que c'est très simple de le faire. Le pétrole, c'est de l'énergie concentrée. Vous allez à la pompe, en 2 minutes, vous remplissez votre voiture et vous faites 1000 kilomètres. Si vous avez des voitures électriques, et je n'ai absolument rien contre les voitures électriques, au contraire, on en aura besoin de plus en plus. Je dis électrique, je dis pas si c'est nucléaire ou pas. La voiture électrique, il vous faut, vous faites 250 kilomètres. Si je vais en Bretagne avec, il faut que je m'arrête 2 fois et que je passe 8 heures à la recharger. 3 heures, si je fais très vite. C'est incroyable, ça. Ça, c'est mais c'est vrai. Ça va venir, mais je crois que il y a des problèmes techniques qu'il ne faut pas oublier. Et l'avantage du pétrole, c'est pour ça qu'on l'utilise, c'est que, c'est simplement, c'est très simple à utiliser. Je n'en fais pas une question de principe, c'est très simple. C'est de l'énergie concentrée. Mais avouez quand même que quand on parle de transition énergétique avec ce qu'il est en train de se passer en ce moment, c'est quand même symboliquement un message, c'est un peu bizarre quand même. On n'a pas l'impression qu'on va vers une transition. Si on veut jouer les naïfs absolus, je vais vous dire que la situation actuelle fait qu'on va économiser. Alors ça va dépendre si le prix de la baisse du prix du pétrole est durable ou pas, jusqu'à quel niveau on va tomber. Mais enfin, il faut quand même rappeler que la facture énergétique française, c'est de l'ordre de 60 milliards d'euros. Vous l'avez dit d'ailleurs au départ, les gains que l'on peut faire déjà sont tout à fait considérables. Donc 60 milliards d'euros, si on reste sur une baisse du prix du pétrole, je fais ça vraiment complètement à la louche, de l'ordre de 30%, on gagne 20 milliards. C'est-à-dire, on est en train actuellement de se battre sur quelques milliards et le gouvernement a du mal à les trouver pour faire des économies. Enfin, on gagne. Bon, c'est quelque chose. On gagne pas tous. En fait, c'est le commerce qui va gagner. Je sais que vous l'avez signalé. Il va y avoir un peu de perte sur les recettes de l'État à travers la TIPP et puis la TVA. Mais je crois que ça, c'est une situation provisoire qui peut d'ailleurs relancer un peu l'économie, et la transition énergétique, elle est nécessaire. Alors, ce qui est difficile, évidemment, c'est dans un secteur qui reste quand même dominé par les sociétés privées. Je crois que c'est une chose normale. Là, on joue sur le court terme, et donc la transition énergétique va être peut-être un tout petit peu repoussée. Mais je crois que franchement, là, c'est du très long terme, la transition énergétique. On a encore pas mal de pétrole, les gens vont vouloir l'utiliser. Oui. Et il faut. Alors, par contre, le grand problème,
c'est effectivement, et la transition énergétique est là pour ça, c'est ce qu'a évoqué Claude Fischer. Je rappelle en 2 mots ce qui était ce que j'appelle le consensus de Copenhague, la grande réunion qui s'est tenue à Copenhague sur le changement climatique en 2009. On aura le même genre de réunion à Paris à la fin de l'année prochaine en 2015. Le consensus était, si l'on veut éviter un changement climatique trop brutal, regardez ce qui se passe actuellement au sud de la France, que c'est lié à ça ou pas, on ne le sait pas trop, je ne veux pas être négatif là-dessus, mais si on veut éviter un changement climatique trop brutal, il faut limiter, Claude Fischer l'a très bien dit, à 2 degrés Celsius, je vais y arriver, à 2 degrés Celsius l'augmentation de la température. Et pour ça, il faudrait réduire de 50% les émissions de CO2 d'ici 2050, pas d'ici la fin du siècle, d'ici 2050. C'est donc le facteur 4 qui est affiché en France, dans d'autres pays. Barack Obama, quand il a été élu en 2008, a dit, mais en 2050, on émettra à peu près 20% de ce qu'on émet actuellement. Vous allez me dire, bon, de toute façon, ces gens-là ont été élus, en 2050, ils ne seront plus là, vraisemblablement, ils ne seront plus au pouvoir. Mais voilà un petit peu la direction dans laquelle il faut aller. Et effectivement, il y a un peu contradiction entre la consommation de pétrole et consommation de toute façon d'énergie fossile. Et je termine là-dessus en disant que pour l'instant, de toute façon, c'est un problème qu'il faut quand même avoir en tête, et quitte à d'ailleurs ne pas l'accepter tel quel, c'est que 80 à 90% de l'énergie qu'on utilise, mettons 80% pour ne pas faire trop, c'est de l'énergie fossile. C'est du pétrole, c'est du gaz, c'est du charbon. Le pétrole, c'est plus de 30%, le charbon, c'est 30%, et le gaz, c'est 25%. Le gaz étant d'ailleurs l'énergie certainement à privilégier parmi les énergies fossiles. Oui. Donc, et ça, on ne va pas, il est extrêmement difficile, si vous voulez, d'aller du jour au lendemain, réduire considérablement cela. Mais c'est peut-être ça, dommage. C'est la pétrole dépendance. Et c'est la pétrole, c'est la charbon dépendance en Chine. La Chine, c'est 80% d'électricité faite à partir de charbon. Et pour réduire ça, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, si demain, je vous donne juste un exemple. Ils passent même pas par la case pétrole. Ils passent par là. Si vous voulez, par exemple, réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre, polluants, de gaz à effet de serre et de pollution tout court, parce que le charbon en Chine, c'est une catastrophe. On l'a encore vu récemment. Eh bien, il faudrait pratiquement qu'ils montent rapidement au niveau de consommation de gaz de l'ensemble de l'Union européenne. Le nombre de barrages qu'ils sont obligés de faire pour réduire les émissions de CO2, c'est considérable. Ils sont en train de construire 30 centrales nucléaires, et avec 30 centrales nucléaires, le pourcentage d'électricité fait à partir du nucléaire ne dépassera pas quelques pourcents. Les besoins sont totalement énormes. C'est une fois et demie le parc. Contradiction. Une fois et demie le parc nucléaire français. Il faut le noter quand même. C'est parce que on va arriver assez rapidement à une fois et demie. Claude Fischer, vous vouliez rajouter? Oui, j'aurais bien aimé, mais je partage assez ce que dit notre ami. Je voudrais quand même rajouter aujourd'hui que sur la dépendance énergétique, nous sommes, sur le déficit de la balance commerciale qui s'élève à 60 milliards, ne serait pas réduit de 20 milliards, au mieux 5 milliards, c'est pourquoi pas mal, mais on reste dépendant de toute façon à 80% des fossiles de notre production de notre consommation énergétique. Donc c'est énorme, il faut absolument la baisser, d'autant plus que, comme je ne sais pas si vous suivez un peu les travaux de Jean-Marc Jancovici, il nous dit qu'il y a un pic pétrolier certainement, et qu'il y a une urgence, parce que si demain nous avons moins de pétrole et que nous n'avons pas commencé la transition énergétique, nous allons payer encore beaucoup plus cher. Il faut préparer cette transition. Et il faut la préparer et ne pas avoir cette vision court-termiste consistant à dire profitons de l'aubaine que constitue cette baisse des prix du pétrole. C'est peut-être le moment justement de provisionner, de relancer les investissements dans ces secteurs-là. On va parler dans quelques instants de la filière photovoltaïque. J'y tiens parce que réellement, la France avait un coup à jouer il y a quelques années et c'est en train de nous passer sous le nez, sous la concurrence de ceux qui voient loin. Parlons par exemple du Brésil, des États-Unis, des Chinois qui aujourd'hui sont les numéros 1 mondiaux du secteur. La France avait un coup à jouer car elle possède aujourd'hui les ingénieurs et peut-être pourquoi pas demain la filière industrielle, à condition d'avoir aussi le soutien du gouvernement qui ne doit pas s'enferrer dans cette vision court-termiste et juste saluer une baisse des prix à la pompe, baisse toute relative justement d'ailleurs. On en parlera des prix du pétrole à la pompe, il y a des choses à dire. Seul contre tous, on parle des prix du pétrole. Je suis pas certain que cette baisse des prix soit une si bonne nouvelle que cela. 0826 300 300, 15 centimes la minute. Vous venez me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Toutes les opinions sont bonnes à prendre sur Sud Radio. Venez nous parler. À tout de suite. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Seul contre tous, la baisse des prix du pétrole, c'est pas une si bonne nouvelle que cela, voire c'est une très mauvaise nouvelle, je pense carrément. Non pas parce que effectivement ça fait plaisir quand on passe à la pompe, on paye un petit peu moins cher, mais quand on regarde un petit peu sur le long terme, on constate que ça peut être un frein réel à cette transition énergétique que tout le monde appelle de ses voeux, mais qui fait vraiment des choses pour qu'elle arrive finalement qu'on sorte de cette
pétrole dépendance dont à l'instant nous parlait Jean-Pierre Favennec, expert du pétrole, et Claude Fischer, vice-présidente de Confrontation Europe. On accueille Jeannot également dans la discussion. Bonjour Jeannot. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est bonne ou mauvaise nouvelle cette baisse des prix du pétrole? Écoutez, pour le petit salaire qui a 1000 quelques euros par mois, ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle. Ah bah oui, c'est vrai. Il faut avoir une vue à plus long terme. Moi, ce qui me tracasse, c'est l'avenir, c'est les gaz de schiste. Ça. Ah bah là, pour le coup... J'ai lu récemment un rapport de la CEF du 5 février 2014 qui établit qu'il y a 40 000 puits qui ont été creusés depuis 2011 dans le monde et la moitié se situe au Texas. Et ils ont consommé, tenez-vous bien, 370 millions de mètres cubes d'eau. Eh oui. Mais alors, Jeannot, pour le coup, on a beaucoup parlé des gaz de schiste, et des gaz et pétroles de schiste en France. Cette baisse des prix mondiaux du pétrole, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous en êtes un opposant, puisque du coup, ça devient assez peu rentable, puisque Jean-Pierre Favennec nous expliquait très clairement tout à l'heure que les gaz et les pétroles de schiste, c'est rentable à partir d'un certain niveau du prix du baril, au-delà de 70-80 $. Donc pour le coup, il y a peu de chances qu'on en voit arriver en France d'ici peu. Hein. Oui, bien sûr, mais tout ça, c'est la bourse, c'est des mouvements boursiers, c'est des placements spéculatifs. Là, je suis un petit peu réticent, là. Je me méfie. Je demande qu'à voir l'avenir, voilà. Merci Jeannot pour votre intervention. Effectivement, vous avez raison de souligner l'aspect extrêmement polluant, la nuisance que ça génère notamment dans l'usage de l'eau. Le pétrole de schiste, c'est très gourmand en eau. Hein. Si l'on peut, oui, effectivement, sur les forages, les fameux systèmes de forage consomment évidemment beaucoup d'eau, ça consomme du sable. Le problème, c'est effectivement de disposer ensuite de l'eau qui a été utilisée. On peut utiliser en fait n'importe quelle eau, donc c'est pas forcément un problème majeur. Je suis pas en train de sous-estimer le problème. Actuellement, il y a de grandes discussions, par exemple en Afrique du Sud, dans le sud du pays, où il y a un grand réservoir de gaz de schiste dans une région plutôt désertique, et les fermiers sont évidemment assez inquiets sur l'utilisation de l'eau. Mais je crois qu'il faut être d'un autre côté aux États-Unis. Maintenant, on produit du gaz de schiste en quantité énorme depuis maintenant pas mal d'années, et on n'entend pas de réaction. Il y a bien sûr des problèmes, il faut jamais les sous-estimer. Mais voilà. Et après, ce sont des choix. Mais je comprends très bien que les gens puissent être totalement hostiles. De la même façon qu'en Allemagne, les gens sont totalement hostiles au nucléaire. La seule question qu'il faut se poser, c'est qu'à partir d'un certain moment, on a besoin d'énergie et il faut trouver des sources donc acceptables pour tout le monde. Vous avez insisté depuis le début sur le fait est-ce que cette baisse du prix du pétrole est une bonne chose? Pas forcément. Souvent, d'ailleurs, on peut dire que le prix du pétrole, d'une façon générale, même quand il est à 100 ou 110 $ le baril, mais là, je vais recevoir des protestations énormes des utilisateurs des routes, etc., des chauffeurs de taxi en particulier. Oui. Mais on peut dire que le prix du transport n'est pas très élevé. Je prends simplement 2 exemples. Vous trouvez dans votre supermarché des tomates, des jus de tomates qui sont faits à partir de tomates qui poussent dans le sud de l'Espagne, qui sont montés dans les pays de l'Est où la main-d'œuvre n'est pas chère, avant de revenir chez nous transformés. Tout ça, ça se transporte par camion sur des milliers de kilomètres. Et oui, Jean-Pierre Favennec, un chiffre illustrait ça récemment. Une salade aux États-Unis fait en moyenne 1800 kilomètres avant d'arriver du champ au consommateur. Et pareil pour des transports qui viennent. Le transport par bateau n'est absolument pas cher puisque le bateau consomme du fuel, il en consomme entre guillemets relativement peu, et donc ça fait des coûts de transport qui sont très faibles. Il faudrait rouler au jus de tomate, nous dit Kevin. Oui. Est-ce que je peux dire un petit mot? Oui, rapidement, Claude, parce qu'il faut qu'on accueille aussi nos autres auditeurs. Mais allez-y, l'antenne vous est ouverte, bien évidemment. Oui. Non, la difficulté, ça va être de baisser les émissions de gaz à effet de serre et de relancer la croissance. Et parce qu'on a besoin de croissance aussi, et on aura besoin de toutes les sources. Donc les sources doivent être travaillées pour qu'elles soient le plus décarbonées possible et rester compétitives. Voilà notre enjeu. Hein. Alors on a besoin de tout. Le gaz et le charbon, là en ce moment on en a parce que les prix sont très bas. Et il faut redévelopper le nucléaire, un nucléaire durable, et les énergies renouvelables, bien sûr, photovoltaïques, éolien, hydraulique, sans qu'elles soient trop favorisées sur le marché, contrairement au contrat long terme dans le nucléaire. Oui. Il faudrait investir dans les 10 ans, vous savez, 1500 milliards pour réussir la transition énergétique. Or, ces investissements, on le sait, ils sont à rentabilité de 2 à 4%. Donc, les investissements privés risquent d'être absents et les acteurs publics sont exsangues. Donc, Jean Covici propose une création monétaire dédiée, pourquoi pas, pour investir. Mais nous, on propose, avec Philippe Herzog, d'ailleurs, on tient des assises de long terme le 3 et 4 décembre à Bruxelles, oui, de mobiliser l'épargne et de faire
des investissements publics, des leviers pour les fonds privés, pour faire des partenariats publics-privés. Ah, ça, c'est une idée. Et ça, Claude Fischer, c'est une idée qu'on entend régulièrement soulever, notamment sur Sud Radio. On en parle régulièrement de cette idée de mobiliser l'épargne. Invitez-nous, parce que là, on a plein de choses à dire. Ouais. On vient de faire un an de travail. Là. Écoutez, voilà une idée de discussion, quelque chose dont on pourra reparler, effectivement, dans le grand référendum ou dans Seul contre tous. On accueille Dominique. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour, messieurs. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, selon vous, la baisse des prix du pétrole? Alors effectivement, comme ça a déjà été dit à l'antenne, c'est une mauvaise nouvelle écologiquement parlant, une bonne nouvelle pour les ménages, mais on parle surtout parce que c'est l'actualité un petit peu brûlante du prix du pétrole pour les véhicules, les transports, etc. Mais le pétrole sert à beaucoup d'autres choses. Et là, par contre, au niveau du tarif, tous les produits manufacturés qui sont à base de pétrole, c'est-à-dire, je sais pas, mais en termes de pourcentage, ça doit représenter plus de 90% des objets que l'on fabrique, eux, au niveau tarifaire, il y a pas de changement du tout. Oui. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, écologiquement parlant, tous ces produits manufacturés, crée également de la pollution, tant à la fabrication qu'au recyclage qui ne se fait pas. Effectivement. Et ça, c'est un très très gros problème. Ah ça, effectivement, la gestion des déchets et de tous ces dérivés des produits pétroliers. C'est un gros problème, Dimitri. Bon, moi, quand on me proposera une autre solution, j'allais dire raisonnable, parce qu'on parle tout le temps des éoliennes, etc. Bon, je vais pas redire ce que j'en pense, mais bon, quand il n'y a pas de vent, l'éolienne, c'est bien gentil, quoi. Oui. Moi, je suis prêt à faire cet effort écologique, mais j'aimerais qu'on me propose des solutions un peu sérieuses, quoi. Parce qu'à un moment, c'est une vaste plaisanterie, cette histoire des éoliennes. Non, mais Dominique pointe un vrai problème là-dessus. Sur les problèmes d'éoliennes et de solaire, c'est vrai, c'est des énergies intermittentes qui sont chères. Et on sait qu'en Allemagne en particulier, où il y a une transition énergétique mais massive, puisque les capacités de production d'énergie renouvelable représentent maintenant quelque chose qui n'est pas très différent des capacités thermiques, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de produire de l'électricité à partir des éoliennes et à partir des panneaux solaires et d'autres systèmes solaires, qui est presque équivalente aux capacités des centrales au charbon, et donc ça c'est quelque chose qui est important, mais ça coûte très cher. Elle nous oblige aussi à réinvestir dans les réseaux de transport et les réseaux de distribution. Avec la difficulté que avec la difficulté que les gens sont pas très favorables à faire passer des lignes électriques chez eux. Donc c'est une autre difficulté. Mais je crois que de toute façon, il faut pas avoir être tout pour pétrole, charbon et gaz ou tout pour le renouvelable. Le renouvelable doit se développer, c'est long. Il faut savoir qu'au niveau mondial actuellement, le solaire et l'éolien dont on parle beaucoup, c'est 2 à 3%. Et en Allemagne, ça coûte extrêmement cher cette transition. Ce n'est pas du tout pour la condamner. On peut actuellement accepter assez facilement des pourcentages relativement limité, j'en sais rien, je suis pas spécialiste, 10-20%. Au-delà, quand on veut plus d'électricité d'origine renouvelable, ça crée quand même un certain nombre de difficultés. Et en Allemagne, actuellement, on est sur des subventions permanentes. Chaque Allemand paye quelque chose qui est pas loin d'€1, entre un demi-euro et €1 par jour, pour que cette électricité, à partir de renouvelables, se fasse. Parce qu'effectivement, votre collègue l'a bien dit, c'est intermittent. Maintenant, le grand problème, c'est de développer des sources de stockage de cette électricité qui est faite à partir des renouvelables. Des questions, la grande question. Ça te soulève des questions, des problèmes les uns derrière les autres. Ça me fait peur tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. On accueille Antoine également qui nous appelle. Bonjour Antoine. Bonjour messieurs, le sujet est passionnant, il y a plusieurs manières d'y entrer. Je vous répondrai, je vais vous faire une réponse de Normand, bien que je ne le suis pas. C'est une fausse bonne nouvelle cette baisse. Parce que d'abord les cours sont exprimés en dollars, mais le dollar se valorise par rapport à l'euro. Donc si on calcule le coût du baril par rapport à l'euro, en euros, la vision est légèrement différente. Maintenant, je vous répondrai du simple point de vue purement market, c'est que la baisse actuelle ne fait que nourrir la hausse future, puisque les compagnies pétrolières, dans l'immédiat, taillent dans leurs dépenses d'exploration, de production, ce qui va nourrir une pénurie de production dans les années qui viennent, et donc des cours qui vont de manière tout à fait mécanique repartir à la hausse. Il est clair que le marché est pour une part aujourd'hui dans la main d'investisseurs purement financiers. Antoine qui nous apporte un éclairage quand même assez intéressant. Oui, je suis d'accord. Tout à fait. Et ensuite, les pétroles est au cœur de nos problématiques énergétiques. L'éolien, certes, la photovoltaïque, certes, mais le pétrole, c'est la première grille d'accès à l'évolution économique et les pays émergents en ont besoin. Donc, structurellement, le marché du pétrole est structurellement haussier. Nous aurions, nous, avantage, nation industrialisée, peut-être à faire du stock, peut-être à prendre position, peut-être à rationaliser nos sources d'approvisionnement. Mais le pétrole sera toujours au cœur de nos économies dans les 20, 30 ou
40 ans qui viennent. Alors justement, Jean-Pierre Favennec, pour répondre à la question que soulève Antoine, aujourd'hui, il n'y a plus de politique de stockage aujourd'hui du brut en France comme amortisseur finalement en cas de pénurie ou de Si, crise. il y a des depuis pas mal d'années, il y a d'abord la Commission européenne, l'Union européenne impose à chaque pays de disposer d'au moins 90 jours de consommation. C'est même un peu plus, il y a d'autres règles qui imposent un peu plus de jours pour faire face du fait qu'on importe l'essentiel. Les États-Unis eux-mêmes ont d'énormes cavités dans le sud des États-Unis qui sont capables d'accueillir quelque chose qui est pas loin qui est de l'ordre de plusieurs centaines de millions de barils. Ça représente plusieurs dizaines de jours d'importation. Voilà, et c'est ce que les Chinois sont en train d'essayer de faire. On est là-dessus. Donc ça permet de faire face à une situation. Ça a été mis en place au moment du premier choc pétrolier en 1973, puisque là, il y a eu un embargo qui n'a pas d'ailleurs été vraiment très très utilisé, mais qui a vraiment créé un choc dans l'industrie. Et je crois que toute l'organisation de l'industrie après s'est faite en partie après cet embargo qui a donné. On était en 73 à 70% d'énergie qui était du pétrole, et d'un seul coup, on a ce pétrole dont les ressources, dont les livraisons pourraient être réduites, elles n'ont pas été beaucoup, mais surtout dont le prix, comme ça a été très bien expliqué au départ, est passé en quelques semaines de 3 à 10 dollars avant de monter à 30 dollars quelques années après. Donc ça a changé quand même complètement. N'oublions pas qu'il y a eu déjà une espèce de transition énergétique avec le passage en France vers le nucléaire. On l'aime ou on l'aime pas, mais il y a eu cette transition. Il y a eu également beaucoup de remplacements de pétrole, de fuel en particulier, par d'autres sources d'énergie souvent moins polluantes. Maintenant, il reste que dans le domaine du transport, 60% du pétrole est utilisé pour le transport, et c'est une énergie qui est pratique pour le transport. Je cherche mes mots, pratique et convenable, parce qu'elle est concentrée, elle est facile à utiliser. Mais le pétrole, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, il y en a encore une bonne partie qui sert à faire les objets dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les plastiques, qui sont tous les objets de ce type-là. C'est 10 ou 15% du pétrole qui sert là-dedans, et on voit bien tous les problèmes, effectivement, les gros avantages que représentent les plastiques, mais également les problèmes de pollution que ça provoque. Le pétrole est partout, effectivement, et aujourd'hui, la baisse de leur prix, la baisse de son prix, le prix du pétrole, porte en soi les germes de problèmes futurs. C'est en substance ce que nous expliquait Antoine, étayé derrière par Jean-Pierre Favennec. On continue dans un instant à parler de cette baisse des prix du pétrole. Pas une si bonne nouvelle que cela, en tout cas c'est ce que je pense. Et finalement, on se rend compte qu'il faut un point de vue normand sur cette question. On ne peut pas être aussi tranché que cela pour ou contre. C'est plus subtil que ça. Vous intervenez vous aussi dans le débat 0826 300 300 15 centimes la minute. À tout de suite. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. La baisse des prix du pétrole, ça n'est pas une si bonne nouvelle que cela. Effectivement, on peut se réjouir pour notre portefeuille, notamment lorsque l'on va faire le plein. Faut dire quand même, Claude Fischer, si on regarde un peu dans le détail, une baisse de 35% des prix du brut en l'espace de 6 mois, ça se traduit par 5% seulement de baisse des prix à la pompe. Comment ça se fait finalement que la baisse soit aussi faible? On peut compter sur nos amis pétroliers pour faire l'amortisseur, si je puis dire, dans le sens de la hausse, mais aussi de la baisse pour le coup. Oui, mais c'est moins nos amis pétroliers qui... Que l'État, oui. Allô? Oui, vous êtes là, oui. Oui, c'est moins nos amis pétroliers qui bénéficient de cette baisse. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, Total, Technip, Vallourec, on pourrait rajouter d'autres entreprises sont pénalisées par cette baisse, que l'État qui taxe très fortement. Et d'ailleurs, je crois que, après tout, c'est une bonne chose. J'ai proposé une taxe plus flottante en fonction de la hausse et la baisse du prix du pétrole qui permettrait de faire des cagnottes à l'État, mais qui devrait être réutilisée pour l'investissement dans des entreprises, dans des industries et des énergies nouvelles, puisqu'il faut aller vers une transition énergétique de toute façon. Donc, ça ne se traduira pas par une baisse pour le... Et je crois que c'est bien, je crois qu'il faut aller aussi vers des voitures plus propres, des voitures hybrides dans un premier temps, des voitures électriques. On ferait un mix en fait, il pourrait y avoir des mix. Il faut innover de toute façon dans le bâtiment également pour le chauffage, dans la chimie, dans l'acier, décarboner nos industries lourdes. Ça, il y a un enjeu intérieur. Bon, ça, on en a plus. J'ai l'impression en fait que ça n'inquiète personne de voir par exemple des groupes comme Total finalement se désengager de certains projets parce que trop coûteux finalement. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant ça quand même? Si, tout à fait, parce que Total n'est pas engagé que dans le pétrole, comme vous le savez. Total est une entreprise d'énergie mixte. Ils font beaucoup dans les énergies renouvelables, ils investissent beaucoup, ils font de la recherche-innovation avec d'autres.
grands groupes et je crois qu'il faut garder nos grandes entreprises. Alors après, comment elles sont gérées, comment on les taxe ou pas, c'est un autre débat, mais il faut bien sûr que ces entreprises qui ont beaucoup de savoir-faire, qui sont aussi capables de faire du stockage, comme ça a été dit, et qui sont capables de faire du pétrole plus propre, parce qu'il y a aussi un enjeu de la propreté du pétrole, hein, c'est comme pour le charbon avec le CCS, nous pourrions là avoir des entreprises beaucoup plus performantes et qui investissent beaucoup plus dans l'innovation et qui finalement redeviennent leaders à l'échelle mondiale. On en a besoin, ne serait-ce que pour la sûreté et la baisse des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Hein. Et la dernière chose que je voudrais dire, donc on a un enjeu interne très important et puis nous avons un autre enjeu qui est extérieur. Il faut réduire notre dépendance énergétique, il faut baisser de toute façon notre consommation pour assurer aussi la production de nos autres atouts en Europe et nous en avons beaucoup dans tous les secteurs, y compris bien sûr l'énergie nucléaire qui est une énergie d'avenir, elle est neuve dans la production énergétique et il faut penser autrement nos relations commerciales et les coopérations avec les pays dont nous dépendons. La Russie, aller vers des coopérations renforcées, je l'ai dit, y compris avec la Turquie, passage obligé du gaz et du pétrole, qui pourrait pourquoi pas devenir demain un grand hub énergétique européen. Il y en a du boulot à faire. Jean-Pierre Favennec. Oui. Il nous reste plus de 30 petites secondes. Je partage un peu sur les aspects géopolitiques. Je vais me limiter à deux choses. Un, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, plus le prix du pétrole descendra, plus il a des chances de rebondir, et plus il restera bas longtemps, plus il rebondira, et plus il restera relativement élevé, parce que effectivement les projets en cours actuellement, certains vont se retrouver donc arrêtés, et donc on manquera un petit peu de pétrole dans quelques années, même si on n'a pas une demande qui augmente très vite. En ce qui concerne le prix des produits pétroliers, c'est clair qu'actuellement, en fait, la moitié du prix, ce sont des taxes. Mais je suis réservé, alors je terminerai en disant que je suis réservé par rapport à l'idée de TIPP flottante, parce que si par exemple on en avait une, actuellement on pourrait monter la TIPP de manière à faire en sorte que les clients, les consommateurs ne bénéficient pas entièrement de la baisse du prix, mais je crois que vu la situation économique actuelle, ça serait tout à fait naturel, je le vois dans d'autres pays à l'extérieur de la France, une fois que le prix du pétrole remonterait, on garderait les taxes au même niveau, et donc je pense pas que ça bénéficierait en quoi que ce soit aux consommateurs. Ça, ça c'est vrai, vous avez raison Jean-Pierre Favennec, c'est un grand classique, la taxe qui monte provisoirement et finalement le provisoire continue après coup. En tout cas, on aurait pu en parler encore pendant une longue heure. Merci à tous les deux, Claude Fischer, vice-présidente de Confrontation Europe, Jean-Pierre Favennec, expert du pétrole, d'avoir été avec nous ce matin dans Seul contre tous pour parler de cette baisse des prix du pétrole.